Le pic des exactions commises dans les régions anglophones choque et scandalise l'opinion publique. Amnesty International évoque l'horreur dans son dernier rapport. Des séparatistes armés ont tué 44 soldats camerounais et mené des attaques destinées à terroriser les populations, incendier des écoles et agresser des enseignants. En réaction, l'armée camerounaise s'est livrée à des actes de torture et des arrestations arbitraires, selon Amnesty International. En clair, les populations sont prises au piège de la violence meurtrière sur le théâtre de la crise anglophone. Cette crise qui prend une tournure tragique, laquelle suscite une vague d'indignation de la communauté internationale. Le gouvernement, sous le feu nourri des critiques, annonce un élan de solidarité nationale à l'endroit de ces populations et une mission gouvernementale est envisagée au Nigeria pour venir en aide aux populations camerounaises réfugiées dans ce pays. Jusqu'où le pouvoir de Yaoundé est-il prêt à aller pour sauver le pays d'une guerre civile qui se dessine aux portes des régions anglophones en intégrant l'option du fédéralisme? Le RDPC, le parti au pouvoir, est-il prêt à s'engager dans un dialogue inclusif pour sortir de cette crise sociopolitique anglophone? Rien n'est moins sûr. En cette année électorale, le chef de l'État, Paul Biya, vient de confirmer les inquiétudes de l'opposition. Le pays se dirige vers un report des législatives. Le chef de l'État qui envisage de proroger le mandat des députés d'un an. Et il a déjà consulté le bureau du Sénat à cet effet. Quels sont les enjeux de cette modification du calendrier électoral effectuée à la dernière minute? Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Droit de réponse, cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses évoquées par des experts et hommes politiques de haut vol. Mais avant de lever un coin de voile sur le panel d'experts invités sur ce plateau, je reçois d'abord le chroniqueur du dimanche, Flavien Vallon-Dongo. Bonjour. Bonjour Cédric Nefele et bonjour à tous les téléspectateurs ce dimanche. Quel est le regard de la presse sur ces questions brûlantes d'actualité? Comme vous le savez, la presse est restée dans sa logique et le traitement va selon les sensibilités des uns des autres. D'ailleurs, les tabloïds n'ont pas raté l'occasion. On voit déjà, pour ce qui est de la question de la crise anglophone, au sujet donc de ce cas, on parle bien sûr, à l'instar des tabloïds, la nouvelle expression est restée également dans son regard, s'est intéressée beaucoup plus à la situation des déplacés, même des réfugiés, donc à l'étranger, qui fuient des violences dans les régions anglophones. On le lit d'ailleurs dans la presse, dans le rapport des faits que propose le journal du Carrefour Equinox à Douala. Il s'est dit que les enfants et des femmes racontent comment ils ont donc vu leurs frères et sœurs tués par des personnes armées et c'est cette fureur qui les amène donc à quitter leur localité, un véritable calvaire, disent-ils. La nouvelle expression qui s'appuie d'ailleurs sur le rapport des ONG, notamment Crisis Group, révèle que entre 120 civils et 43 membres des forces de sécurité ont été tués depuis fin octobre 2016. Le bilan des séparatistes et même des civils tués donc reste néanmoins difficile donc à établir du fait du manque de communication sur cette crise et bien entendu des difficultés d'accès pour des journalistes et même des ONG. À côté du calvaire, il y a également des besoins humanitaires évoqués également par la presse qui sont grandissants. C'est à la suite donc de toutes ces difficultés que les voix s'étendent et s'élèvent même en plus depuis quelque temps pour appeler à la paix et même au dialogue. Le journal fait savoir que des artistes et musiciens chantent pour la paix également. Les ONG, à l'instar des Crisis Group également, qui estiment que l'Église catholique peut jouer le rôle de médiateur et même des hommes politiques de l'opposition qui appellent au dialogue. C'est une vieille chanson que l'on sait depuis le début de cette crise. La nouvelle expression ajoute que à ce bilan, le soutien des pouvoirs publics aux victimes de la crise anglophone. Est-ce une sorte de récupération politique? Aucun journal ne répond donc à cette question, mais le journal L'Indépendant est revenu et parle plutôt de la commission Moussongué qui est chargée d'apporter quelques débuts de solutions à la crise, a démontré ses limites à côté des propositions faites par des populations, notamment des leaders d'opinion, écoutées donc par la commission Moussongué. Pas d'accalmie jusqu'ici au regard de ce qui est fait sur le terrain. La situation s'empire davantage avec d'autres assassinats
d'assassinats et même des enlèvements. Le journal précise que c'est le pic de la crise anglophone avec de nouveaux cas enregistrés. Le même journal parle également des activités de l'Assemblée nationale pour dire que les députés verront bientôt leur mandat prorogé d'1 an. Selon l'hebdomadaire, l'ordonnance signée le 4 juin dernier par le président de la République démontre à suffire que le budget arrêté jusqu'ici pour les échéances électorales n'était pas suffisant pour établir donc ou réaliser même ces grands rendez-vous politiques au Cameroun à cette année 2018. Selon le journal, à côté donc de ces crises sécuritaires et même sociopolitiques qui secouent notamment le Cameroun, il y a la question des financements aussi. Merci Flavien pour toutes ces précisions. Place à présent au décryptage et l'analyse de l'actualité telle que traitée dans la presse cette semaine. Et sur ce plateau, j'accueille Robert Wafo. Bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous les téléspectateurs de Droit de Réponse. Vous êtes maire adjoint à Douala 2e, ministre chargé de l'information pour le shadow cabinet du SDF. Également présent sur ce plateau, Hilaire Zipan. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de notre télévision. Je précise que Hilaire Zipan, qui est conseiller municipal et également membre du bureau politique du mouvement progressiste. Il est présent avec nous ce dimanche. Autre invité de droit de réponse, je vous invite, j'accueille sur ce plateau Maître Joseph-Claude Biviga. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et cadre politique du RDPC. Merci d'être venu sur ce plateau. Oui, je suis simple militant du RDPC. Si vous le précisez ainsi. Conseiller municipal quand même. Alors, également notre consultant présent sur ce plateau de droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric. Consultant sur droit de réponse, chef de la section politique et politique internationale à Nouvelle Expression. C'est le cas Cédric. Je reste avec vous pour évoquer ce rapport d'Amnesty International. Quels sont les faits saillants, nouveaux, évoqués dans ce dernier rapport qui cristallise autant l'attention de la presse cette semaine? Amnesty International, comme c'est de coutume, a fait une sortie sur l'état des droits de l'homme au Cameroun et notamment sur la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-est du Cameroun. Amnesty International a, cette fois-ci, il me semble, tenu compte des réactions antérieures du gouvernement par rapport à ses précédents rapports. Parce que ici, quand on lit le rapport d'Amnesty International, on se rend bien compte, cette fois-ci, que de manière claire, Amnesty International charge aussi bien les forces armées du Cameroun que les séparatistes ou alors les groupes armés qui font des dégâts, commettent des exactions dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et on peut constater, à travers les chiffres qui sont publiés, que Amnesty International observe effectivement qu'il y a eu 44 morts au niveau des soldats camerounais et dans les 120 morts au niveau des populations civiles. Et Amnesty International note surtout que les exactions sont commises de part et d'autre. Amnesty International observe également qu'il n'y a pas que les forces gouvernementales, n'est-ce pas, qui commettent des exactions, des actes de torture sur les populations, mais que les séparatistes, qui sont bien organisés dans ces deux régions-là, commettent des dégâts, aussi bien en ce qui concerne leurs représailles sur certaines populations qui n'observent pas les ghost towns, les mots d'ordre de ville morte, notamment les enseignants, qui sont victimes d'agressions ou de crimes ou qui sont tués. On le sait, les chiffres sont alarmants. Mais également, on voit bien que ces séparatistes-là contrôlent la situation, de plus en plus contrôlent la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et commettent des dégâts, notamment qui ont été listés, décriés par le gouvernement, les écoles qui sont brûlées, les collèges qui sont incendiés. Et on voit bien qu'au jour d'aujourd'hui, la situation ne fait que s'aggraver. Et la réaction, on y reviendra certainement, du gouvernement montre effectivement qu'il y a péril en la demeure. Justement, le président du SDF, Nick John Fondi, s'est rendu dans ces localités en proie à des violences dans les régions anglophones. Jean-Robert Wafo, est-ce que cette crise sociopolitique anglophone a pris une tournure tragique, comme le laisse entendre Amnesty International dans son rapport? Pas seulement une tournure tragique,
le seuil de l'inacceptable a été manifestement franchi. Ça, il n'y a rien à faire. Quand on regarde les dernières images qui circulent dans les réseaux sociaux, on voit, n'est-ce pas, certaines de nos forces de défense traîner dans la boue de jeunes femmes. Je dis, on tombe à la renverse. Moi, il faut que je lève l'équivoque. Nous avons vu, en d'autres circonstances, une armée républicaine et professionnelle quand il s'agit, n'est-ce pas, quand il s'est agi de combattre Boko Haram. On n'a pas eu à bouger les villages. Et même, je vais même plus loin, au niveau même gouvernemental, nous avons observé, n'est-ce pas, que dans le règlement de la crise de Bakassi, il n'y a pas eu de déplacés, il n'y a pas eu de réfugiés, n'est-ce pas, du côté du Nigeria. Les maisons n'ont pas été incendiées, les écoles n'ont pas été brûlées. C'est la diplomatie qui a prévalu. Alors je ne comprends pas pourquoi. Alors que une partie du peuple, je veux dire même pratiquement tout le peuple, parce que quand on parle de fédéralisme, ça, il me doit la vérité de dire que si on fait un sondage aujourd'hui, 90% de Camerounais sont fédéralistes. Avant d'arriver sur le fédéralisme, c'est sur la clair. situation Je dis donc qu'on a franchi le seuil de l'inacceptable. Et moi je dis, j'en appelle aux professionnels, n'est-ce pas, de nos forces de défense et de sécurité. Il est clair, vous avez parlé du Tchemani John Fondi. Il a pris la peine de quitter Bamenda pour aller au palais de l'unité. Après, n'est-ce pas, la prestation honorable de nos lions indomptables. Il allait, lors de la réception, il a pris la peine d'aller au palais de l'unité. Il a demandé au chef de l'État, c'est ce qu'il a déclaré à la presse après, qu'il est temps de mettre fin à cette crise et que lui, le chef de l'État peut mettre fin à cette crise. Il suffisait seulement qu'on organise un dialogue national inclusif. Parce que voyez-vous, sur ce même plateau, au cours d'une émission, j'avais fait état de ce que, tel que ça va là, ça c'était en fin 2016, quelques mois après le déclenchement de cette crise, qui à l'époque était corporatiste. J'avais dit, tel que ça va là, s'il n'y a pas de dialogue national inclusif sur la forme de l'État et sur les mécanismes de dévolution du pouvoir politique dans notre pays, cette crise va s'enliser. Et j'avais dit, dès que la crise va s'enliser, il y aura une circulation incontrôlée des armes à feu. Il y aura, n'est-ce pas, il y aura une prolifération, je peux dire, de mercenaires innommables qui viendront, n'est-ce pas, soutenir certaines bandes armées, parce qu'il faut les appeler dans les bandits, donc par ceux qui égorgent, n'est-ce pas, nos compatriotes, qui enlèvent, n'est-ce pas, qui procèdent à l'enlèvement des civils, de certains symboles de l'État qui font des attaques, tout comme, n'est-ce pas, nos forces de défense et sécurité qui se plaisent à torturer les gens au point de les filmer et les mettre dans les réseaux sociaux. Je dis, ces gens-là, ils n'auraient pas dû faire cela, ils n'auraient pas pu faire cela si on avait organisé un débat national inclusif. Parce que c'est de ça qu'il est question. Et je me félicite de ce que, dans le rapport de la commission Moussonguel, la commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme, cette fois-là, il y a eu un vrai débat, ils ont rencontré des véritables représentants, parce que l'erreur, je veux dire la faute, c'est même pas une erreur seulement, c'est une faute, la faute que l'État commet, que ceux qui nous gouvernent commettent, c'est d'envoyer des gens qui partent parler à leurs propres partisans. Quand on veut négocier, on ne s'adresse pas à ses partisans. Justement, nous en parlerons, au cours de cette... ces recommandations et ces propositions... On reviendra sur ces recommandations, Jean-Robert. Nous espérons qu'elles seront Permettons d'abord aux autres panélistes de réagir sur ce rapport d'Amnesty International. Maître Joseph-Claude Biliga, comment réagissez-vous face à ces multiples atteintes aux droits de l'homme commises sur le théâtre de la crise anglophone et évoquées dans le rapport d'Amnesty International? Non, moi j'ai la réaction de tout citoyen qui veut qu'il y ait la paix. Et que tant qu'il y a la guerre, il y aura toujours ce genre de problème. Parce que les militaires camerounais ont été formés, ils demeurent des êtres humains. Face par exemple à une violence vécue ou à la mort d'un proche par un Amazonien, par exemple, ou par la partie adverse, la réaction humaine, c'est qu'on a tendance à se venger. Or, il ne faut pas faire de la vengeance. C'est véritablement le problème. C'est-à-dire qu'il faut que notre armée continue à être professionnelle comme on l'a été dans le cadre de Bakassi ou de Boko Haram. C'est-à-dire, et cela, nous tous devons concourir à cela. C'est-à-dire qu'en réalité, au lieu de ce que j'entends très régulièrement dans les réseaux sociaux, sur les télévisions, où les gens disent que non, on n'a qu'à les tuer, ce sont des ambazozos, etc., etc. Ce genre de langage ravive la haine et n'est pas de nature à pouvoir apaiser les tensions. De l'autre côté,
nous avons des personnes qui ont été parfois enrôlées volontairement, je veux dire, qui sont allés volontairement, d'autres enrôlés, d'autres qui sont allés peut-être par vengeance également. Lorsque vous perdez votre frère, lorsque vous brûlez votre maison et vos maisons, et que vous n'avez pas où aller, vous retrouvez en brousse, très facilement vous vous dites, ok, maintenant je n'ai plus rien à perdre, j'y vais. Donc, ceux-là malheureusement n'ont pas la chance que l'armée régulière a d'avoir été formée normalement, non seulement au maniement des armes, mais également dans le droit humanitaire, international humanitaire, qui leur dit que lorsque, par exemple, vous avez désarmé un militaire, un adversaire, vous n'avez pas à tirer dessus, à le tuer, par exemple. Lorsqu'il sort avec un mouchoir blanc, dans le cas où lorsqu'il se rend, vous n'avez plus aucune chose à faire que l'arrêter et le mettre à la disposition soit de la croix, non, dans une prison avec la possibilité pour la Croix-Rouge de venir visiter, etc. Les militaires, les bandes armées, appelons-les ainsi, n'ont pas cette formation là-bas. Donc on peut plus facilement tolérer leurs désertions, qui procèdent peut-être de l'ignorance, que tolérer les désertions de nos forces de l'ordre, qui sont soumises à une discipline bien déterminée, avec une hiérarchie et avec des sanctions qui peuvent leur être infligées dans le cas où ils violent la loi. Regardez, je vais y faire juste un petit tour. Regardez l'histoire de Bemba, qui était en Centrafrique, qui était à Kinshasa, je veux dire, pendant que ses troupes étaient en train de violer les femmes, etc. en Centrafrique. Il a été condamné. On a estimé que c'était lui l'auteur moral, en fait. Il n'était pas physiquement là, moral de l'infraction. Parce qu'il était supposé encadrer ces personnes-là, leur dire là où elles doivent aller ou non, ce qu'elles doivent faire ou pas. Elles ne doivent pas violer, elles ne doivent pas voler, elles ne doivent pas tuer. En hors cadre de la guerre. Donc je vais dire que, pour me résumer, ce rapport fait mal. Fait mal en ce qu'il est, mais il est d'une manière générale réelle. Lorsqu'on voit la réaction du gouvernement, on comprend qu'en fait, le gouvernement se reconnaît à travers ce rapport, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire le fait de contester ne change rien fondamentalement. Et ce qui est important pour moi, c'est au-delà de récrimination du gouvernement, c'est qu'on en tienne compte pour l'évolution, c'est-à-dire pour pouvoir trouver une solution à ces problèmes. Justement, cette escalade de violence caractérisée par les homicides aveugles et une population prise au piège des violences meurtrières, ce sont les mots utilisés par Amnesty International dans son rapport. Hilaire Zipan, quelle est votre analyse de ce rapport qui intervient dans un contexte où cette crise anglophone et ces violents affrontements sont déjà aux portes de la région du littoral? D'abord, il faut dire que la crise anglophone est à déplorer dans la manière où le gouvernement entend résoudre ce problème-là. C'est à déplorer. Je crois savoir que lorsqu'il y a mort d'homme, on ne peut que s'indigner. Et nous avons constaté qu'à la dernière sortie du coordonnateur général du mouvement progressiste, le 28 mai 2018, il a dit certainement que nous sommes déjà au port de la guerre. Parce que nous ne sommes plus dans une crise. Nous sommes dans un conflit armé. Et là, il y a les belligérants. Alors, il n'y a pas de guerre propre. Toutes les guerres sont sales. Elle a de l'horreur. Je pense que Maître Biga vient de dire tout à l'heure, la réaction épidémique qu'un homme peut avoir face à ces situations. Mais il faut dire que la responsabilité de celui qui doit être garant des biens et des personnes, c'est bien entendu le chef de l'État. Donc il lui revenait, bien entendu, à prendre les initiatives pour que l'on puisse avoir une solution acceptable devant ces situations. Pourquoi, M. Sédine Moufélé? Parce qu'en 2011, lorsque le président Biya a sollicité un mandat, c'était bien entendu au bout d'un programme. Les députés et les conseillers municipaux qui ont été élus en 2013, c'est également au vu d'un programme. Mais dans aucun programme, cette crise était à l'ordre du jour. Malheureusement, cette crise va faire partie des prochaines échéances électorales. Et on ne peut pas l'accepter qu'un pan du pays soit complètement à la merci des bandes armées. Parce que ces bandes armées, justement, ne sont pas naturellement les gens identifiables. Il y a une confusion qui s'installe entre celui qui a l'arme et celui qui n'a pas l'arme. Dès lors que l'on vit en brousse et que, aujourd'hui, le contexte de la civilisation suppose que l'on doit vivre en ville, une fois qu'on se trouve dans une brousse, on suppose que vous faites partie de la bande armée. Or, vous pouvez aller dans la brousse pour chercher de quoi manger. C'est ça la solution. Donc on est dans un cercle vicieux où, quelles que soient les mesures que nous allons prendre,
il faut à tout prix arrêter cela. Et on l'a dit, une fois qu'il n'y a plus l'État, c'est-à-dire qu'à savoir les institutions de l'État, et bien entendu l'armée régalienne, professionnelle pour encadrer les populations, alors là, on a la merci de toutes les dérives qui peuvent arriver. Justement, ce cycle de la violence meurtrière qui cherche à s'étendre dans les autres régions du pays, Mutation cette semaine a titré la région du littoral attaquée à la suite des affrontements armés au niveau d'une bourgade en Banga, où un gendarme a été grièvement blessé. Edmond Kangia, la nouvelle expression également qui suit de près l'évolution de la crise anglophone et ses ramifications dans les régions de l'Ouest et du littoral. Quelles sont les inquiétudes à ce sujet? Les inquiétudes sont grandes sur l'escalade de la violence. Les inquiétudes sont grandes sur le fait que le gouvernement ne réagit pas de manière prompte et rapide pour endiguer le problème. Parce que la solution ne peut pas être que militaire. La solution doit tenir compte des aspects économiques, mais d'abord et avant tout de la nécessité pour les belligérants, pour les deux parties, de s'asseoir autour d'une table et de débattre profondément du sujet. Il faut dire ici qu'en plus de la situation à laquelle on assiste déjà à la frontière entre le Libye-Alem et la Ménois, on voit bien que le département de la Ménois est pratiquement assailli de populations venant du sud-ouest. C'est le cas également, comme tu viens de le noter, dans le littoral, notamment au niveau du Mungo, où les populations venant du sud-ouest sont de plus en plus nombreuses du côté de Mbanga, Loum, et l'incident, j'allais dire, l'affrontement récent qui a vu la mort d'hommes, mais aussi des arrestations, permettent de dire aujourd'hui à ceux qui en doutaient encore que la ligne rouge est effectivement franchie. Parce que la guerre, la crise qui s'est transformée en guerre, n'est plus seulement localisée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est aussi désormais dans le Mungo, c'est-à-dire dans la région littorale. C'est aussi dans la Ménois, c'est-à-dire dans la région de l'ouest. Et qui sait, peut-être demain, ces deux autres régions frontalières des régions anglophones qui sont déjà assaillies à travers ces exactions, peut-être que cela pourrait se poursuivre dans les autres départements des deux régions. Donc, il faut très rapidement frapper du poing sur la table. Et le gouvernement qui a choisi la réaction militaire, et selon Amnesty International, cette réaction qualifiée de brutale ne peut aucunement endiguer la violence. Jean-Robert Wafo, comment vous comprenez cette recommandation d'Amnesty International? Réaction brutale ne peut endiguer la violence. Mais c'est clair. Il est clair que quand vous optez pour la brutalité contre votre propre peuple, parce qu'ils sont dans une situation de survie, la violence va donc survenir. Ça, il n'y a rien à faire. Moi, je dis Amnesty International est dans son rôle. N'en déplaise, n'est-ce pas, certains turiféraires qui passent le temps à grésiller sur les plateaux de télévision, Amnesty International est dans son rôle. Et c'est pas seulement, ils ne font pas seulement des rapports sur la situation des droits de l'homme au Cameroun, c'est dans presque tous les pays. C'est Amnesty International, par exemple, qui avait dénoncé la prison de Guantanamo. Mais alors, et quand ils dénoncent des exactions en rapport avec les droits de l'homme, qu'est-ce qu'un gouvernement responsable fait? Le gouvernement tire les leçons, améliore la situation. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je vais dire une chose. Tout ce qui arrive là, le SDF l'a prédit avant. Les journalistes, je veux dire les journaux en ont parlé avant. Pourquoi faut-il toujours que dans ce pays, c'est quand une organisation internationale ou bien la presse internationale évoque une situation, c'est à ce moment-là que le gouvernement réagit. Pourquoi? Si on avait écouté les Camerounais, si on avait écouté plusieurs partis politiques de l'opposition, si on avait eu une oreille attentive sur ce que les journaux écrivent, quand je dis on, je parle de ceux qui nous gouvernent, on n'en serait pas arrivé là. Parce que la situation, il faut le dire aujourd'hui, on a affaire à une guerre civile. Mais le gouvernement estime qu'il défend, l'armée ne fait que défendre l'intégrité du territoire et protéger les populations sur le théâtre de la crise anglophone. Ils auraient mieux fait de dire une chose. Malheureusement, bon, je ne sais pas comment ils communiquent là-bas. Je ne sais pas s'ils communiquent parfois en état d'ébriété. Ils auraient tout simplement dit, c'est-à-dire que dire, ok, nous avons observé
Et nous mettons ça sous le compte, n'est-ce pas, des brebis galeuses, comme il en existe dans tout corps de métier. Et ce serait carrément passé. Mais écoutez, ce qui se passe là, plus ça va s'enliser, plus c'est séparatiste. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le SDF prône un Cameroun indivisible et fédéraliste. Mais je dis tous ces fédéralistes, donc tous ces séparatistes vont gagner, c'est-à-dire que vont gagner le cœur de l'opinion dans ces deux régions anglophones. Et il y a même un risque que ces populations-là se retournent contre nos forces de défense et de sécurité, qui pour une grande part sont des gens professionnels. Mais malheureusement, il y a des bébés galeuses. Et moi je dis, autant on a pu apprécier, n'est-ce pas, le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité quand il s'est agi, par exemple, de combattre Boko Haram, autant nous avons l'obligation, n'est-ce pas, de condamner avec la dernière énergie et d'exiger qu'il y ait des sanctions sur les forces de défense et de sécurité qui procèdent à des exactions de ce côté. Le gouvernement qui a plutôt estimé que ce rapport d'Amnesty est une cabale menée contre les autorités camerounaises. Non, Maître Joseph, ils ont tout eu à dire cela et puis pas jouer à côté de la plaque. Voilà. Du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, qui dénonce un pseudo-rapport et des allégations non fondées de la part d'Amnesty International. Issa Tiroma Bakari qui a précisé que l'armée n'a fait que défendre l'intégrité du territoire et protéger les populations contre ces bandes armées. Comment vous réagissez face à cette situation? Ça me rappelle un peu la période où il n'y avait pas de télévision, où lorsque nos journalistes Abem Bengue et Zachary Nko nous racontaient le match de football, ils avaient la latitude d'y ajouter ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, nous regardons la télévision, nous regardons les réseaux sociaux, donc nous voyons ce qui se passe. Et certes, il y a des fake news, il y a des fausses images qui passent au niveau des vidéos, mais au niveau de la télévision, il y a quand même d'autres choses qui font croire que c'est que nous voyons. Votre chaîne, par exemple, est descendue plusieurs fois dans le sud-ouest. Moi, j'ai vu des reportages de maisons brûlées, etc. C'est la réalité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que le ministre le dise, que ça soit vrai. Ce n'est pas lui qui détermine ce qui est vrai ou pas. C'est la réalité des faits. Les faits sont sacrés, on les vit. L'armée a son rôle, joue son rôle. C'est celui de défendre l'intégrité. Nous sommes tous d'accord. Aucune armée au monde n'accepterait qu'il y ait la sécession. Ça, c'est clair. Personne ne pourrait être d'accord de faire que nos frères prennent des armes pour pouvoir se séparer de nous. Mais ceci dit, nous voyons bien que nos frères qui ont des armes, qui sont des militaires, il leur arrive, nous sommes des êtres humains, que sur le combat, sur le feu de l'action, qu'ils soient amenés à poser des actes qu'on appelle des bavures policières, qu'on appelle des exactions. Et ça se voit dans toutes les armées du monde. La plus grande armée qui fait beaucoup d'exactions, c'est celle des États-Unis, qui partout bombardent dans les écoles, les lieux considérés comme des écoles ou les hôpitaux, alors que c'est interdit. Ils appellent ça les victimes collatérales. Ça existe. Et il n'y a aucune honte pour notre pays d'accepter cela en disant oui, peut-être qu'on a posé ce genre d'actes, mais on verra par la suite comment faire pour ne pas... Voilà une bonne communication. Et la deuxième chose que moi j'aime généralement dire également, mais regarde la réaction de notre gouvernement il y a quelques années, lorsque nous avons été qualifiés comme premier pays corrompu. On avait dit, mais non, c'est transparence, c'est zéro. Mais quelque temps après, on a vu des actions d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a eu la CONAC, il y a eu la NIF et beaucoup d'autres, la Cour des comptes, etc., qui sont mis en tenant compte de ce que cette organisation avait indiqué. Donc moi je suis presque sûr d'une chose. Autant le gouvernement, même lorsque le ministre du gouvernement vient crier et dire que c'est pas vrai, je suis convaincu qu'ils en tiennent compte. Ils en tiennent compte lorsque l'état-major se réunit, lorsque l'armée se réunit pour pouvoir parler de la guerre, de cette guerre-là, ils en tiennent compte. Justement, ça fait 2 ans que ces ONG internationales, mais aussi la société civile camerounaise et l'opposition tirent la sonnette d'alarme sur la gravité de cette crise anglophone. Hilaire Zipan, mais la situation ne cesse de s'aggraver. Comment appréciez-vous cette sortie du porte-parole du gouvernement sur la contestation du gouvernement au sujet du rapport d'Amnesty International qui accable l'armée camerounaise au regard des quelques exactions et attentes aux droits de l'homme observées dans les régions anglophones? Je pense qu'on ferait mieux de demander au ministre de la Communication d'arrêter d'amuser la galerie, parce qu'il dit tellement de contre-vérités qu'on a le droit de se poser la question si nous sommes dans une autre planète. Vous voyez quelque chose, moi je rends Jonathan Biga l'a dit, un peu après ça avant moi, j'ai vu un reportage extrêmement pathétique de votre chaîne de télévision dans la région de Kumbo. C'était pathétique. Et
on a vu le reportage avec les propos des habitants de la circonscription qui exprimaient leur mal-être. On a vu que le nouveau ministre de l'administration du territoire s'est calfeutré plus ou moins dans une zone hors d'atteinte des bandes armées, et on a vu qu'il y a un sous-préfet qui est enlevé. Mais quand un ministre de la communication vient devant Mondiovision dire qu'il n'y a pas une crise anglophone et qu'il y a quelques bandes armées qui ne sont pas tout à fait d'accord avec... Et quand on voit les écoles comme le tribunal de Mouyouka, ou je ne sais pas moi, de Kumba, il y a quelques jours, a été complètement brûlé, et on a le droit de se poser la question. Je pense que ce qu'il faut reconnaître, c'est que la violence légale appartient bien entendu à l'État, à travers les forces de maintien de l'ordre, certes. Mais il n'en demeure pas moins que la réaction doit être proportionnée aux dégâts qu'ils ont pratiquement en face. C'est le rôle, bien entendu, de tous les organismes internationaux. Mais qu'est-ce qu'Amnesty International a promotionné par la fin? Il propose au Cameroun de faire un débat inclusif pour résoudre le problème. Parce que quand vous prenez le problème dans sa globalité, vous vous rendez compte qu'il y a un mal-être exprimé par un certain nombre de nos compatriotes de la malgouvernance de cet État. Et l'on suppose que si, lorsqu'on dit à un Camerounais qu'il y a 4500 milliards de budget et qu'en fin d'année, il n'arrive pas à avoir quelque chose qui s'améliore dans son quotidien, il a le droit de se poser la question, qui gère cet argent, où cet argent va-t-il? Et lorsque l'on alimente, bien entendu, cette population-là, des richesses que l'on portionne plus ou moins dans la région où il habite, notamment le pétrole dans le sud-ouest, notamment pour ne pas dire le colbal qui va être prochainement dans la région du nord-ouest, il a le droit de se poser la question, comment je vais faire? Quand on se rend compte que les routes ne sont pas de nature à permettre à ce que les gens puissent vaquer naturellement à leurs occupations. Tout à l'heure, Edmond Kambi a soulevé le fait que la région du littoral Také, dans du versant de Mungo, qui est le versant de Coupé Manengumba, allez donc poser les questions là-bas. Pas plus tard que la semaine dernière, nous nous rendons là-bas, à une réunion, on s'est rendu compte qu'il y a pratiquement plus de population à moins de 10 km de la route qui dessert complètement l'Ouest Cameroun. Donc une incursion de ces bandes armées, notamment pour nos Camerounais qui voyagent pour la plupart dans la nuit, peut être plausible. Et en cela, on ne dirait pas que nous ne sommes pas au Cameroun. Donc il faut faire qu'on fasse très attention. Cela coûte déjà un point extrêmement fort sur le taux de croissance de notre pays. Et on a en droit de dire que si l'État du Cameroun estime qu'elle a commis un mensonge, on ne repart pas par une erreur. Justement, le ministre de la Communication ministre de la Communication évoqué la nécessité du dialogue, mais il s'est sûrement dit dialoguer avec qui concernant cette crise anglophone? Oui, mais je voudrais réagir avant que... avant Jean-Robert Wafo, pour dire que justement, c'est ça le problème. Lorsque cette crise a commencé, il y a eu un consortium qui s'est mis en route, avec plus ou moins le gouvernement a commencé à dialoguer. Avait-il la légitimité ou la légalité? Toujours est-il que c'était la porte de négociation. Premier élément. Deuxième élément, c'est eux qui ont dissous ce consortium. Maintenant, comment donner la légitimité à certaines personnes quand, tout à l'heure, on va le constater, on renvoie au calendrier grec des élections qui désignent justement les interlocuteurs des zones? Jean-Robert Wafo. Dialoguer, il faut dialoguer avec tout le monde. Nous avons vu par le passé les États-Unis traiter la Corée du Nord de diable. On a vu le président Trump accepter de recevoir Kim Jong, donc le président nord-coréen. Quel que soit le type de guerre, on finit toujours par s'asseoir autour d'une table. Les belligérants finissent toujours par s'asseoir autour d'une table. Ça c'est clair. Concernant dans le ministre Tirouma, vous savez, le président de la République a déclaré la guerre. Et quand on est en situation de guerre, quand on est en période de guerre, je n'ai jamais vu dans un pays où c'est le ministre de la Communication qui communique. C'est le porte-parole de l'armée qui communique quand on est en période de guerre. Il faut que ce soit clair. Et il y a le colonel Didier Badjek qui peut bien faire ce travail. Et puis il y a aussi plusieurs autres qui peuvent le faire. Et c'est pourquoi à chaque fois le ministre de la Communication organise donc des conférences de presse pour dire des contre-vérités. Et je vais même plus loin. J'ai rencontré certains compatriotes, n'est-ce pas, de cette région, qui disent ceci, que celui qui envenime cette guerre-là, en fait, c'est le ministre de la Communication. Parce que chaque fois qu'il passe, ils estiment toujours que c'est le contraire de ce qu'il dit qui est en train de se répercuter sur le terrain. Alors moi je dis de grâce, le Cameroun est au bord de la guerre civile, pour ne pas dire en pleine guerre civile. Vivement que ceux qui gouvernent ce pays reprennent les choses en main. Ce n'est pas le ministre de la Communication qui gouverne le Cameroun. On est en guerre, c'est l'armée qui doit rassurer les populations.
Encore que ce ministre a une triste réputation, parce que chaque fois qu'il parle, je dis bien, c'est l'effet inverse escompté qui est répercuté sur le terrain. Et puis, je vais finir en disant une chose. On ne délègue pas la fonction présidentielle dans un pays en cas de crise. Il faut que ce soit clair. Le président de la République lui-même peut descendre sur le terrain. Il doit même descendre sur le terrain. Ailleurs, on voit des chefs d'État où il y a un accident. Peut-être un élève est décédé parce que, bon, je ne sais pas, où le train l'a cogné, ou le matin l'a cogné. Ou alors, on a vu tous les présidents, je ne vais pas parler des présidents français, descendre quand il y a un état de catastrophe. Pourquoi le président de la République, Paul Biya, ne descend pas sur le terrain? Il faut préciser on ne délègue pas la fonction présidentielle. Il a été élu, il a été proclamé élu président de la République. Alors il doit assumer sa charge. Il est en charge de l'intégrité du territoire. Il a trouvé un pays en paix, il doit le laisser en paix. Il ne doit pas déléguer la fonction, donc la fonction qu'il occupe. C'est clair et net. Il faut que ce soit pris ainsi. Et moi, je pense pour ma part que les recommandations, je veux dire, les recommandations qui sont inscrites dans le rapport de la commission Mungu-Songhé, il faut rapidement le mettre à l'œuvre. Parce que, M. Sédine Oufélé, combien faut-il de morts dans cette crise pour qu'on fasse un dialogue national inclusif? Parmi ces recommandations, il y a la création des conditions de retour des Camerounais réfugiés au Nigeria, et le ministre de la Communication a annoncé durant sa sortie sur le rapport d'Amnesty International qu'il y a un élan de solidarité nationale qui va être mis en place, une initiative du chef de l'État à l'endroit des populations, mais aussi une mission gouvernementale qui est envisagée au Nigeria pour rencontrer ces Camerounais réfugiés et organiser les conditions de retour au Cameroun. Edmond Kambia, est-ce que ce sont des signaux qui annoncent une volonté du gouvernement de vouloir apaiser ces tensions-là? Ce sont des signaux forts. Il faut regretter que cela arrive avec beaucoup de retard, parce que nous sommes pratiquement à 2 années de crise qui s'est transformée en guerre civile pratiquement, et que le gouvernement réagisse aujourd'hui. On dit souvent mieux vaut tard que jamais, parce que la situation des réfugiés et des populations déplacées internes à travers le territoire est, sur le plan humanitaire, catastrophique. Mieux était la solidarité que l'on reconnaît aux Camerounais vis-à-vis de leurs compatriotes, mais aussi vis-à-vis des étrangers. Je crois que les déplacés internes seraient dans des situations qu'on ne peut pas expliquer, c'est-à-dire des situations plus compliquées encore. Parce que toutes ces populations qui partent du nord-ouest et du sud-ouest pour les régions de l'ouest ou du littoral sont accueillis à bras ouverts par les populations. Pas seulement par leurs frères ou leurs sœurs qui vivent de ce côté, mais également par toute la population, parfois par des mairies. On a vu le travail au niveau de Mbanga, comment cette solidarité a été agissante. On le voit également dans la Ménois, cette solidarité elle est forte entre les populations des deux côtés, de Libialem et de la Ménois. Il faut saluer ça. Mais je dis que ce que le gouvernement va entreprendre dans les jours à venir, est une bonne chose. Mais il faudrait que cela se passe le plus rapidement possible, que ce ne soit pas un effet d'annonce, comme on l'a si souvent constaté dans d'autres situations. Parce qu'il s'agit de la vie humaine, il s'agit de la dignité humaine, il s'agit des populations, des hommes et des femmes et des enfants, surtout des enfants en bas âge et des vieillards, qui la plupart sont déplacés dans des conditions désastreuses. Et il faut le dire, il y en a encore qui vivent en forêt, dans les forêts du nord-ouest et du sud-ouest, à la lisière et à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, qui ne sont pas prises en charge, ni par le gouvernement, ni par les hôpitaux qui se trouvent à plusieurs dizaines de kilomètres du coin, parce que même les aides-soignants, les personnels de santé ont disparu des hôpitaux, puisque aujourd'hui, ce sont des villes fantômes que l'on a à la frontière du Cameroun avec le Nigeria. Ce sont des villes fantômes. Ce ne sont plus seulement les ghost towns qui sont prononcés dans les villes ou les villages. Mais les villes sont dévastées. Les populations... Pour ceux qui sont descendus sur le terrain, il faut le dire, parce que j'ai rencontré des gens qui sont descendus sur le terrain. C'est effroyable. On dirait... ce sont des images que l'on voit dans des films, hein, c'est-à-dire des films imaginaires. Sauf que cette fois-ci, c'est la réalité. Ça se passe au Cameroun, où on voit des animaux divaguer, ça et là. Il n'y a pas d'habitants du tout. Ce sont des villes désertes. Et nous sommes en plein 21e siècle. Une grave crise humanitaire qui se dessine dans les régions anglophones face
À cela, le ministre de la Communication annonce un plan de solidarité nationale, initiative du président de la République. Maître Joseph-Claude Biliga, que pensez-vous de cette initiative gouvernementale? C'est une bonne initiative qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui la fin de la crise. Pour moi, on est en train de finir, on est vers la fin de la crise. Il y a, je crois, le 6 juin dernier, j'ai fait un poème, j'étais dans mon bureau, et où je disais, j'aperçois une éclaircie. Et je dis, ça ne se trompe pas, il y a des signes qui ne trompent pas. Je donne 2 ou 3. Lorsque l'ambassadeur des États-Unis intervient dans ce procès, en venant, bafouant toutes les règles diplomatiques, vient dire les conversations qu'il a eues avec le président de la République et qui ne vont pas dans le sens de caresser le pouvoir dans le sens du poil, c'est rare. Généralement, ils viennent, ils disent ce qui, même lorsqu'on les tend les micros, ils disent ce qui est positif. Ils essayent de dire, parfois ils disent que non, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ouvertement, mais là ils l'ont dit. On a vu tout ce que le gouvernement, la réaction du gouvernement. Par la suite, on a vu l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies qui a eu à intervenir sur le conflit au Cameroun. Après, c'est les Britanniques. Aujourd'hui, c'est Amnesty International. Il y a toutes les réactions. Donc, on l'a vu. Vous pensez que c'est la pression internationale et on a le vu, gouvernement a adopté ces mesures? Je ne sais pas si c'est seulement la pression internationale, mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas un pays qui vit dans l'autarcie. Nous vivons, même si on parle de souveraineté, nous avons des accords avec plusieurs pays. Les États-Unis dernièrement nous ont donné de l'hélicoptère pour combattre Boko Haram. Vous comprenez bien. Et ce jour-là, lorsqu'on donnait ces hélicoptères, on disait que ça ne doit pas servir pour le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, je dis, on a vu la descente du Premier ministre de sa commission, Mafadi Moussongué, avec le compte-rendu, le rapport. En d'autres temps, on n'aurait jamais dû ce rapport. On l'aurait remis au président de la République, ce rapport serait resté secret. Et le fait qu'on l'ait publié indique quand même qu'on a recueilli de l'avis des gens. Ceux qui disent qu'il y a un grand dialogue avec qui, c'est une forme de dialogue également qui est là. Et je dis, ce qui me gêne un peu, c'est que ce n'est pas forcément le gouvernement qui doit prendre l'initiative de l'élan national. On l'a vu avec Boko Haram. Les Camerounais se sont sentis agressés par une force extérieure, Boko Haram, et il y a eu un élan de solidarité qui s'est créé de manière spontanée, où les gens ont donné à manger, ont donné de l'argent pour pouvoir soutenir notre armée. Donc je pense qu'il faut que le gouvernement amène les populations celles du nord ou du sud-ouest à se sentir solidaires de ce gouvernement, à travers le comportement, à travers les paroles, à travers les gestes du gouvernement, et à adhérer donc à cette action-là. Parce que vous savez, nous qui avons, moi je n'ai pas vécu, ça c'est vrai, mais je suis d'une zone qui a connu ce genre de guerre, où on regrouperait les gens. Moi, mon village a été déserté pendant des années. Mes parents sont rentrés dans mon village après 71, après l'exécution de Wandi. Et on était parqués dans ce qu'on appelle des regroupements. Les groupes, on disait ça en groupe, où l'armée était censée protéger les populations qui étaient là, qui venaient de plusieurs villages. Et tout à l'heure, on l'a évoqué. Ceux qui avaient faim et qui devaient aller dans les villages récupérer, prendre le manioc, le truc, quand on vous arrêtait là-bas, vous étiez considéré comme un maquisard. Un maquisard. Donc je veux dire qu'il faut que les populations se sentent protégées. Que se sentent protégés et que ce soit cet élan de cœur qui les amène par exemple à dénoncer ceux qui sont des socialistes qui vivent parmi eux et qui protègent aujourd'hui malheureusement. Donc je veux dire que pour moi c'est une bonne chose qu'il y ait une solidarité, que nous puissions et que la munition qui doit être faite, qui a été envoyée au Nigeria fasse du travail, que ceux de nos frères qui sont en brousse dans les forêts et qui vivent apparemment très mal là-bas, soient mis en confiance pour qu'ils reviennent dans les villes, qu'il n'y ait plus cette ville morte qu'on nous montre tous les jours à la télévision. Il faut préciser qu'avant cette initiative du gouvernement sur un plan de solidarité nationale, plusieurs formations politiques ont émis cette initiative pour aller rencontrer ces Camerounais réfugiés au Nigeria afin de leur apporter de l'assistance. Cependant, le SDF peine à pouvoir mener cette initiative depuis de nombreux mois. Jean-Robert Wafo, où est-ce que vous en êtes avec ce projet? Comment vous appréciez cette annonce faite par le gouvernement? Non, mais d'abord, par le gouvernement, il faut restituer les choses. Et ce terrain de solidarité, n'est-ce pas proclamé, parce que je vais dire proclamé, parce que j'attends encore que ce soit effectif, proclamé, n'est-ce pas, par le ministre de la Communication. Pour moi, c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais est-ce que ce sera effectif?
Et, et quand bien même ce sera effectif, il faudra bien qu'on nous donne le bilan financier. N'est-ce pas, il y a un élan de coup de cœur en rapport avec la lutte contre Boko Haram. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que le gouvernement a fait de cela. Il n'y a eu aucun bilan chiffré. Pourtant, pour une petite affaire, une affaire moyenne comme celle de la MIDA, on a bien vu, n'est-ce pas, le gouvernement communiquer le nombre de souscripteurs, donc le montant, tout ça, machin, tout. Mais qu'on nous dise où est passé l'élan de cœur concernant Boko Haram. Combien les Camerounais ont pu cotiser dans cet élan de solidarité. Bon, maintenant, il faut aussi retenir une chose. Cet appel, cette proclamation vient à la suite de la déclaration, n'est-ce pas, des Nations Unies qui ont déclaré la crise humanitaire dans les deux régions. Les Nations Unies, en fin mai, début juin. Ils ont déclaré qu'il y avait une crise humanitaire dans les deux régions, du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Bon, c'est vrai, nous sommes habitués à avoir un gouvernement suiviste, qui sait bien, n'est-ce pas, qui n'a pas de vocation à anticiper, n'est-ce pas, sur un certain nombre d'événements, mais nous, au SIF, nous l'avons fait depuis la fin de l'année dernière, et même en début d'année, et même lors du dernier NEC, nous avons toujours émis le vœu, n'est-ce pas, d'aller rencontrer les déplacés. Mais il y a eu des obstacles. Mais quels obstacles? Des obstacles, bon, au niveau, n'est-ce pas, du consulat donc du Nigeria et même de l'ambassade du Nigeria. Bref, vous savez, nous avons affaire à un pays qui fait dans la logique de compétition négative. Quand ça ne vient pas d'eux, même si c'est bien, ils vont vous faire des tacles par derrière. C'est de ça qu'il est question. Ils pratiquent régulièrement la politique par embuscade. Je dis, nous avons cotisé. Par exemple, au niveau donc... Mais vous n'avez pas communiqué non plus. Hein, non, mais si nous avons communiqué des autres, non, mais... nous n'avons pas communiqué. Non. Nous, on découvre aujourd'hui sur votre tableau que la SDF a fait des démarches pour que communiquer sur votre rien. On a parlé. Non, Maître Biliga, oui. Maître Biliga, peut-être que vous étiez hors du pays, parce que je sais bien que vous voyagez trop. Vous voyagez le plus souvent. Vous voyagez donc le plus souvent. Je suis vos posts d'espace sur Facebook et tout. Mais Céline Moufélé et Edmond Kamgia peuvent témoigner de ce que la presse a communiqué sur cette affaire. Parce que chaque fois que nous avons un comité exécutif régional, national, nous prenons des résolutions et ces résolutions sont transmises à la presse. La presse le sait bien. Non, mais je parle pas des Equinox Radio. Non, mais c'est contenu dans les résolutions. Je parle des obstacles à votre... à la réalisation de vos objectifs. Mais écoutez, on est quand même en diplomatie, on ne va pas communiquer pour communiquer. Okay, bon, nous espérions qu'après un premier, deuxième, troisième refus, qu'ils pouvaient au moins accéder, n'est-ce pas, à la quatrième tentative, ce qu'ils n'ont pas fait. C'est la raison pour laquelle je dis... Quels sont les motifs, justement, de ces refus qui sont exprimés à l'endroit du SDF qui souhaite se rendre au Nigeria voisin pour rencontrer ces réfugiés camerounais? Mais allez donc poser la question, vous qui êtes un excellent journaliste, au consulat du Nigeria ou bien à l'ambassade du Nigeria, pourquoi ils le font? J'ai parlé de la politique par embuscade de ceux qui nous gouvernent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire que, je vous dis, ils sont dans une logique de compétition négative. Tant que ça ne vient pas d'eux, ou alors tant que ça vient de l'adversaire politique, ils vont faire des tacles par derrière. Je sais de quoi je parle, Maître Biliga. C'est un problème qui touche à la diplomatie. Et je ne peux pas. Et non, écoutez. Non, mais écoutez, je ne peux pas. Non, mais écoutez, mais quand on dit on va là-bas, il faudrait quand même que l'État mette à notre disposition, au niveau du Cameroun, un minimum donc, de protection, et que donc, du côté du Nigeria, où il y a... Moi, je ne parle pas du Nigeria, du Cameroun. Mais je dis même... Des réfugiés internes par des déplacés internes. Mais qu'avez-vous fait? Mais vous ne pouvez pas aller dans ces régions. Quand on vous dit, par exemple, que du côté de Banga, il y a eu, n'est-ce pas, des attaques des séparatistes ou bien des bandes armées, mais vous pouvez aller au fin fond, dans autre fond de ces régions, sans avoir une protection minimale de la part des forces de défense et de sécurité? Non, il faudrait quand même connaître ce minimum-là. Bon, je ne vais pas attaquer sur le Nigeria parce que c'est un domaine extrêmement sensible, parce que quand nous arriverons au pouvoir en octobre 2018, nous serons obligés donc de traiter avec le Nigeria. Donc c'est un problème diplomatique. En attendant cette mission gouvernementale, Jean-Robert Wafo, en attendant cette mission gouvernementale annoncée au Nigeria, il y a le président de la conférence épiscopale qui s'est rendu auprès de ces réfugiés camerounais résidant au Nigeria.
Edmond Kamgia, vous avez suivi ces propos de Monseigneur Samuel Kleda lors de la fin de cette visite qu'il a effectuée au Nigeria, évoqué la gravité de la situation, l'horreur des conditions dans lesquelles se trouvent les Camerounais qui ont fui ces affrontements armés entre les séparatistes et l'armée camerounaise. Effectivement, Cédric, c'est à la faveur d'une visite pastorale dans l'une des paroisses de l'archidiocèse de Douala, notamment à Dominique Savio, à cette paroisse-là, que Monseigneur Samuel Kleda, archevêque de Douala, a, lors de son homélie, révélé la situation gravissime des réfugiés camerounais au Nigeria. Il a dit avec d'autant d'insistance, avec de l'emphase, avec beaucoup d'émotion, traduisant la réalité vivante de ce que les Camerounais qui ont réussi à quitter le Cameroun pour le Nigeria et qui sont dans des camps et qui sont pris en charge par le HCR, pour la plupart de ceux qui sont enregistrés. Parce qu'il faut dire ici que tous les Camerounais qui ont quitté le Cameroun pour le Nigeria ne sont pas enregistrés. Exact. Et apparemment, ceux qui ne sont pas enregistrés seraient plus nombreux que ceux qui sont enregistrés par le HCR. Donc lorsque le HCR parle de 40-50 000 réfugiés camerounais, donc il faut en réalité voir le double. Parce que la plupart ne sont pas du tout enregistrés, ou le triple même. Ils sont plus nombreux. C'est une centaine de milliers, sinon plus de 200 000. Dans la réalité, les Camerounais réfugiés au Nigeria. Il y en a qui ont la chance, pour ceux qui ont des membres de leur famille au Nigeria, ou alors des amis au Nigeria, qui ont pu être pris en charge par la solidarité, n'est-ce pas, africaine. Mais il faut dire ici que Monseigneur Samuel Kleda a voulu prendre ses paroissiens, les chrétiens, les fidèles à témoin d'une situation grave, qu'il faudrait que les chrétiens s'impliquent. Les chrétiens s'impliquent, les Camerounais en général, mais les chrétiens en particulier, dans ce qui se passe là, dans ce qui survient dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et je le disais tantôt, ce qui arrive dans ces régions-là commence à arriver également dans les régions de l'ouest et du littoral. Et qui sait, peut-être ce sera une troisième région francophone, entre guillemets. Parce que, faisons très attention. Quand le feu brûle dans la maison du voisin, ne dis pas que je m'en fous, tant que ça ne m'a pas touché, ça ne me concerne pas. Ça nous concerne tous. Justement, Hilaire Zipan, vous qui êtes dans la région du littoral, le gouvernement qui envisage cette mission au Nigeria et qui annonce un plan de solidarité nationale à l'endroit des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest, confrontées déjà à une crise humanitaire. Que pensez-vous de ces différentes initiatives? Non, je pense que la politique, du moins dans son exercice noble, c'est la capacité à anticiper, surtout devant des crises pareilles. Mais seulement là, on est en train de réagir. C'est parce que justement les Nations Unies ont essayé de se saisir de ce dossier que le gouvernement camerounais, bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais il faut dire que l'occasion faisant le larron, le gouvernement, bien entendu, par le ministre de la Communication, a annoncé en grande pompe qu'il va y avoir une élan de solidarité. Mais on a vu qu'il y a pratiquement un ministre du Commonwealth qui est au gouvernement en permanence, qui devait se saisir de ce dossier et qui devait en permanence actualiser l'information sur ce qui est ce dossier. Ce qui n'est pas le cas. On peut le regretter. Comment il s'appelle encore, ce ministre du Commonwealth? Bien entendu, le vice-ministre chargé de l'administration des affaires étrangères. Non, mais je croyais que bon, pourquoi c'est son nom. Donc, bien entendu. Le fouiller là-bas. Bien. Donc, il faut dire que c'est un problème extrêmement délicat, mais en même temps qu'il va avoir des incidents diplomatiques. Il faut faire très très attention devant cette situation pareille. Je pense que l'Église catholique commence à donner un peu le ton, à élever le ton et à montrer la gravité de la situation. Il y a eu dans les églises catholiques, je pense la semaine dernière ou la fin dernière, un élan de solidarité de tous les paroissiens pour ce qui est de l'Ouest et du littoral, pour contribuer à ce que l'on puisse trouver les fonds nécessaires pour apporter à ces démunis qui manquent de tout et pratiquement de tout. Oui. La deuxième chose, c'est que au moment où l'on prétend qu'il y a des réfugiés beaucoup plus dans la région, bien entendu du Nigeria, il n'en demeure pas moins que la plupart des réfugiés aussi sont venus du côté du littoral. Parce que bien entendu, là c'est les déplacés internes. Oui. Vous avez qu'à voir le nombre des élèves qui ont composé pour les différents examens, qui sont où pratiquement. Vous voyez que ça a pratiquement doublé. Les chiffres ont complètement doublé pour ça. Mais on peut se réjouir qu'au moins les enfants sont en train d'aller à l'école et que l'éducation est complètement suivie. Même si l'on peut s'obtenir, bien entendu, de cette éducation-là. Mais
Aujourd'hui, nous sommes devant une autre situation extrêmement grave, pour ne pas dire gravissime. C'est que comment le gouvernement va-t-il aborder, tout en refusant qu'il y a une crise véritable, comme laisse le croire le ministre de la Communication? C'est ça le double langage du ministre de la Communication. C'est pour ça que je dis qu'il commence à avoir un disque rayé ou qu'on ne comprend pas. Y a-t-il une crise dans la zone anglophone? Oui. Le Cameroun est-il en conflit? Oui. Y a-t-il une guerre? Oui. Bien en tout cas, là, donc, on communique en tenant compte de tous ces paramètres-là. On ne peut pas en même temps dire qu'il y a une guerre, qu'il y a un conflit, qu'il y a des bandes armées et tout consorts, et en même temps dire non, nous avons le pôle de la situation, nous sommes en capacité de maîtriser, nous sommes dans la disposition, nous sommes. Et au vrai sens, on s'en rend compte que les mesures prises au quotidien ne sont pas de nature à ramener la sécurité. Je vois Maître Biga tout à l'heure être suffisamment optimiste. J'en conviens. Mais la difficulté. Ton optimisme? Non, je conviens, je ne crois pas. Parce que justement, il faut d'abord accepter qu'en face, il y a un problème et qu'il faut avoir des interlocuteurs. On parle d'un débat inclusif, certes, mais il va se poser la question de la légitimité de ceux qui viendront au débat. Je prends un cas. Quand les gens vont tomber d'accord que oui, nous arrêtons, machin, nous on retrouve la sérénité, voici ce qu'on va exempter des mesures de représailles. Qui a qualité de signer cela? Qui a la qualité? Je pense que dans une démocratie comme la nôtre, qui s'exprime par la souveraineté du peuple à travers les élections, il va sans dire que même dans les associations, il faut des élections pour que les gens puissent avoir l'authenticité de réagir. Mais là, la difficulté se trouve. Parce que, de l'autre côté, vous avez commencé à négocier avec le consortium. Qui, au vrai sens, pas vous, maître, bien entendu, je veux dire le gouvernement. Oui, alors négocier avec le consortium, mais qui, de but en blanc, un jour au lendemain, on les attaque sur des terroristes. Et du coup, il y a eu un vide devant face. Mais maintenant, ils ont du mal à reconstituer. Et moi, je suis sur votre chaîne de télévision, je termine par là. Je vous en prie. Maître Abor, qui était venu sur la chaîne de télévision, il a été suffisamment pertinent. Il a dit que quelqu'un ne vous trompe pas. Aucun Camerounais ne veut partir au sens réel du terme. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un problème de gouvernance profond. Et ce qu'il y a un problème sur la forme de l'État, problème de gouvernance, je vous en prie, ce problème de gouvernance remet sur la surface, je vous en prie Jean-Robert Wafo, permettez, ce problème de gouvernance souligné par les différents acteurs de la société civile de l'opposition remet au goût du jour le système de gouvernance publique au Cameroun, et la presse a relevé que le RDPC n'exclut plus l'option du fédéralisme. Pourtant, au départ de la crise, Maître Joseph-Claude Biliga, l'on a vu une du journal Cameroun Tribune, ni fédéralisme, ni sécession. C'est la position du gouvernement, et aujourd'hui, le RDPC parti au pouvoir n'exclut pas le fédéralisme. Des propos du secrétaire à la communication du RDPC dans un entretien qu'il a accordé à une chaîne française. Est-ce que vos positions au sein du parti au pouvoir ont évolué concernant ce débat sur le fédéralisme? Je parlerai pas au nom du parti au pouvoir, qui ne m'a pas délégué, mandaté pour ça. Je parle en tant que citoyen. Et tout à l'heure, je vous ai dit que pour moi, je voyais l'éclaircie, je voyais le bout du tunnel. Et M. Zéphan semblait ne pas me croire. Voilà une réponse. Vous voyez bien qu'il y a une évolution dans le langage du parti au pouvoir entre pas de fédéralisme, pas de sécession. Aujourd'hui, le fédéralisme est possible. Or, vous savez bien qu'une bonne partie de la population du Nord ou du Sud-Ouest sont pour le fédéralisme. C'est-à-dire que la sécession, c'est quelques extrémistes, ou bien c'est également, comme je veux dire, c'est une position qui permet qu'on se retrouve sur une table de négociation et qu'on dit, ok, nous on veut la sécession, nous on veut l'État unitaire, coupons la poire en deux, allons au fédéralisme. C'est également ça. Donc si aujourd'hui il y a une évolution d'une extrémité qui était pas de fédéralisme, pas de sécessionnisme, pas de sécession, on rentre, on dit, pourquoi pas le fédéralisme? Et moi je vais dire une chose, et pour moi, même le fédéralisme ne serait même pas forcément la solution. Si on avait appliqué la constitution, la loi constitutionnelle de 1996, avec avec cet État unitaire décentralisé avec des régions, je vous assure que ce problème ne se poserait même pas. Parce qu'en réalité, au-delà des termes fédéralisme, régionalisme, etc., c'est le contenu qui compte. Vous avez un État comme la France, qui est un pays centralisé. Mais vous allez trouver des alphabets territoriaux, comme en Nouvelle-Calédonie. Vous allez trouver les dom-toms, les départements outre-mer, qui ne sont pas structurés ou gouvernés de la même manière que la métropole, par exemple. Et même ce qu'on appelle la métropole, vous trouverez que les Basques ont une certaine autonomie. Donc je veux dire que le problème, c'est pas le terme qui... Je donne un autre pays africain, la RD Congo.
RD Congo, c'est un État, c'est pas officiellement, c'est pas fédéral, mais c'est un État fédéral dans les faits. Parce qu'il y a, en même temps qu'il y a les députés nationaux, il y a les députés provinciaux. Moi, j'étais au Katanga, à Lubumbashi. Vous avez à Lubumbashi, ils ont un parlement, ils ont des ministres provinciaux. Mais on ne vous dira jamais que c'est la République fédérale du Niger, du Congo. C'est une République démocratique du Congo. Je peux citer tant d'exemples. Donc, ce n'est pas le terme fédéralisme qui doit faire peur. Le problème, c'est de voir ce qu'on va mettre dans le contenu. Ce dont les populations ont besoin, c'est de prendre en charge leur comment je dis ça, leur développement, c'est-à-dire leur devenir, la gestion quotidienne de leur État. Le seul problème, c'est que, tel que je vois la décentralisation telle qu'elle est indiquée, avec la tutelle qui continue à exister, parce que lorsqu'on parle de décentralisation, elle existe déjà avec la commune. Seulement, vous verrez bien que la commune, il y a le maire, le préfet, qui a des autorités sur les décisions des mairies, sur les résolutions des conseils municipaux. Au niveau de la région, le gouverneur est là, qui va continuer à exister à côté du président des conseils régionaux et qui va limiter en fait la possibilité, c'est-à-dire la faire d'action du conseil régional qui devrait avoir une autonomie un peu plus grande. Oui, mais vous pouvez compléter cela avec aussi le délégué du gouvernement que vous nommez de temps en temps, qui pour chapeauter les élus, Maître Biga. Mais vous savez, continuez, c'est un bon allant, c'est un bon discours. Le débat sur... Il est très constructif. Non, je suis en train de... Mais il faut dénoncer le délégué du gouvernement qui est nommé et qui a des abus de pouvoir sur des gens qui sont complètement élus. C'est une aberration du droit. Vous êtes un juriste. Je vous en prie, Hilaire Zipon, permettez à Maître... Je vais chuter pour il va déclasser un peu. Attends, je suis en train de dire que ne restons pas focalisés ou butés sur les termes. Fédéralisme, décentralisation. Donnons un contenu concret dans les termes. Je vous assure que si, par exemple, au niveau de la décentralisation, on modifiait la loi et qu'on donnait moins de pouvoir aux gouverneurs, plus de pouvoir aux conseils municipaux, aux conseils régionaux, le problème sera réglé. On ne parlera pas de fédéralisme, mais on sera exactement dans un État unitaire décentralisé, mais avec une vraie décentralisation. Justement, ce système de gouvernance qui suscite un vif débat sur ce plateau, Jean-Robert Wafo, sur la question, sur d'abord le jeu du langage du RDPC qui, au début de cette crise, s'est aligné sur la position du chef de l'État, à savoir un Cameroun unitaire et décentralisé, et ensuite, il n'exclut plus le fédéralisme. Comment vous appréciez ces attitudes? C'est une anticipation juste, parce que fatalement, le Cameroun sera fédéraliste. Qu'il le veuille ou pas à Yaoundé. Il n'y a rien à faire. Par exemple, pour résoudre cette crise, il faudra passer par le fédéralisme. Maître Bidiga, je ne doute pas de votre bonne foi. Vous êtes un des rares, n'est-ce pas, dans le RDPC, qui, en public, essaie de dire des choses justes, des choses, et qui défend la République. Mais malheureusement, vos camarades sont des champions de l'entourloupe. Parce que, voyez-vous, tout ce que vous énumérez là, vous avez parlé de l'article 66 de la Constitution. C'est où? Où est le décret d'application? La Constitution date de 96, ça fait 22 ans. Vous avez parlé de la mise sur pied des conseils régionaux. C'est où? C'est inscrit dans la Constitution de 96, ça date de 22 ans. Et quand on parlait des compétences, quand je prends la loi de 2004, fixant les règles applicables aux régions, les régions ont compétence sur tout, en dehors des domaines de souveraineté. On parlait tout à l'heure de la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme. Je rappelle qu'entre autres compétences des conseils régionaux, les conseils régionaux ont également compétence sur la promotion des langues et des cultures nationales. S'il y avait eu des conseils régionaux, Maître Bidiga, le problème qu'il y a eu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'aurait jamais provoqué une tectonique politique du côté de Yaoundé. Ils auraient réglé ça entre eux là-bas, entre les élus. Encore faut-il que ce soit de vrais élus. Parce que voyez-vous, je vais même plus loin. On est dans un pays où il y a des lois qui ont été prises, il y a même des décrets qui existent. Vous savez bien, vous êtes un juriste, un décret d'application immédiate. Le Premier ministre a signé un décret en 2011, fixant les modalités de centralisation, de répartition et de reversement des impôts communaux soumis à péréquation, qui dit quoi en son article 6 alinéa 1? Sur la quote-part des centralisations communaux, alloués aux communautés urbaines, 40% doivent être reversés aux communes d'arrondissement de rattachement. Nous avons une communauté urbaine ici à Douala qui a 35 milliards. Donc ça veut dire qu'ils doivent reverser 40% de 35 milliards, soit 14 milliards de francs CFA aux 6 communes. Est-ce que vous savez, Maître Bidiga, que quand vous prenez les 6 communes réunies,
en termes de centimes additionnels communaux, ça n'atteint pas 3 milliards de francs CFA. Je vais même plus loin. En septembre 2015, le Premier ministre a signé un décret fixant les modalités de transfert de certaines compétences par l'État aux communes en matière de commerce. Ouais. En son article 13 alinéa 1, que dit ce décret? La commune gère les matières installées sur son territoire. Ouais. Ce n'est pas appliqué. Alors vous voulez que moi, élu, ainsi que ma famille politique, croie que la décentralisation peut encore marcher? Non. Je vais vous dire, Maître Biliga, la décentralisation telle qu'elle est menée là, constitue la manne financière des fonctionnaires. Oui, monsieur J'avoue que dans ce pays, je suis d'accord. J'avoue que dans ce pays, au seul titre des salaires fictifs, on a siphonné des caisses du trésor 1920 milliards en 20 ans. Laissez les chiffres. C'est les chiffres. Non, laissez les chiffres. On peut les contester. On aurait pu développer l'économie de ce pays. Parce qu'en 97, Maître Biliga, dans le monde diplomatique, il y avait un titre, un excellent article qui était intitulé « Les identités chaotiques ingouvernables ». On faisait état de quoi? Que tous les pays africains qui ne vont pas développer leur périphérie et qui vont se contenter, n'est-ce pas, des centres, seront sujets à des déstabilisations. Et c'est de ça qu'il est question. Avec cet argent que les gens ont détourné, puisque globalement dans ce pays, Maître Biliga, vous, du RDPC, vous avez détourné l'équivalent au minimum du produit intérieur brut de ce pays qui est de 12 000 milliards. Non, vous voulez qu'on fasse encore confiance à votre centralisme? Il faut passer au fédéralisme. Le fédéralisme est la solution, Maître Biliga. Le fédéralisme, ce n'est pas la sécession. Je veux un État que nous voulons au SDF, un État unitaire, c'est-à-dire un Cameroun, un indivisible et fédéraliste. Oui, ce n'est pas la sécession. Trompez pas les Camerounais. C'est une obligation pour Jean-Robert Wafo, je vous en prie, permettez à Maître Joseph-Claude Biliga de s'exprimer sur ce débat. Jean-Robert Wafo qui estime que la décentralisation telle que pratiquée au Cameroun a échoué et qu'il faut changer ce système de gouvernance publique. Je viens de dire, d'abord je voulais dire une chose. Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, quand on a commencé, un de mes célèbres confrères aînés, qui malheureusement aujourd'hui est décédé, avait dit le multipartisme c'est la solution. Je ne sais pas si aujourd'hui vous croyez que c'est encore la solution. Il le disait avec emphase. Il a été nommé ministre de la Justice par la suite. Je vous pose la question, est-ce que le multipartisme c'est la solution? Non. Ne soyez pas comment je dis ça, catégorique sur un certain nombre de choses. C'était un si vous en prie, vous êtes Jean-Robert Wafo. Ne soyez pas fanatique. Je vous ai dit une chose. Pour moi, fédéralisme et décentralisation, ce sont des mots. C'est le contenu qui est important. J'ai dit tout à l'heure, tel que la décentralisation est faite, elle ne donne pas, tel qu'elle est au niveau des tests, elle ne donne pas beaucoup de pouvoir aux conseils régionaux. Je l'ai dit. Avec la tutelle... Les conseils régionaux même n'existent même pas dans quoi. Comment vous parlez de... Mais je parle déjà des tests. Oui, vous parlez des conseils régionaux. Mon Dieu. Je parle des conseils régionaux. Les tests sur les conseils régionaux donnent pouvoir, permet au gouverneur d'être au-dessus de la tutelle. Oui. C'est ce que je dis. On peut modifier cela. Et donner plus de pouvoir aux conseils régionaux qui n'aura donc pas besoin du fédéralisme, parce que le fédéralisme n'est pas non plus la solution. On a vu les pays fédéraux. Le Nigeria, est-ce qu'il n'y a pas de problème au Nigeria jusqu'à présent? Est-ce que la guerre de Biafra est finie aujourd'hui? Est-ce que le Mend ne pose pas de problème au Nigeria? Est-ce que non, les musulmans ne posent pas de problème avec Boko Haram au Nigeria? Vous parlez de quoi? C'est pas un État fédéral? Non, c'est pour vous dire que... Prenez le cas de la Suisse. C'est que je suis en train de dire. Je prendrai plein de cas de l'Afrique du Sud. Je prendrai plein d'exemples où il y a un État centralisé qui marche. Il y en a. Je ne parle pas de Suisse, je parle d'Afrique. Des États centralisés qui marchent très très bien, sans difficulté. Lequel? Dis-moi ceux qui ne marchent pas. Pardon? Dis-moi celui qui ne marche pas. Le Cameroun ne marche pas. Messieurs, en attendant ce projet de loi qui modifie la décentralisation, il y a une initiative du président de la République, celle de consulter le Parlement pour le report des législatives qui est envisagé, qui a consulté le bureau du Sénat au sujet d'une prorogation du mandat des députés d'1 an. Le président de la République, dans le document qui a circulé en fin de semaine, le président de la République évoque le chevauchement du calendrier électoral et l'incapacité d'organiser de façon matérielle ces différentes élections qui sont annoncées en principe législatives, municipales et présidentielles qui étaient initialement attendues cette année 2018. Hilaire Zipan, comment vous appréciez cette
initiative du chef de l'État de consulter le bureau du Sénat à propos d'une prorogation du mandat des députés d'un an. Bon, d'abord, il faut dire que c'est les réseaux sociaux qui annoncent certainement ces nouvelles-là. Bien. Mais je pense qu'il faut que nous ayons la froideur et la capacité d'analyser les événements. La loi qui organise, du moins, la dernière modification, la dernière mouture du code électoral date de 2012. Jusqu'alors, il n'y a plus de modification. Les conseillers municipaux, les députés sont élus en 2013. La prorogation a été suite au fait qu'on avait instauré la biométrie, qui en principe devait se tenir en juillet, s'est tenue finalement en 2013. Premier élément de prorogation à cette période. Donc si je prends date que le code électoral est de 2012 et que la Constitution, dans toutes ses modifications conséquentes jusqu'en 2012, n'est plus touchée, on avait là tout le calendrier nécessaire qui nous indiquait qu'au mois, du moins à l'année 2018 et au mois de juin, il devait y avoir convocation du corps électoral. Dans le même temps, quand vous faites le calcul, vous vous rendez compte qu'on aurait également eu pratiquement un mois après, sinon au mois d'août, la convocation du corps électoral pour les élections présidentielles. C'était connu depuis 2013. 2013, au moment où nous avons élu. Maintenant, les dispositions légales disent quoi? D'abord, quand vous allez au vote, vous conférez à quelqu'un la légitimité et la légalité. C'est les deux éléments qui permettent à ce que Ilazipan peut parler en tant que conseiller municipal. Premier élément. Dans le même temps, s'il faut modifier ou s'il faut proroger ou abroger le mandat des députés, naturellement, la Constitution a prévu ce cas. Mais seulement, il faut être très attentif. La Constitution n'a pas dit qu'on proroge une seule fois ou qu'on abroge une seule fois le mandat des députés. Autrement dit, c'est ouvert. Ça veut simplement dire que si les documents qui circulent dans les réseaux sociaux sont vrais et qu'on a proposé un an, il va sans dire qu'au bout d'un an, on peut encore proroger le mandat des députés. C'est ce que je voulais d'abord, la dichotomie, la partie juridique. Le deuxième élément, c'est que autant pour proroger le député, autant pour ce qui est des conseillers municipaux, la loi l'encadre très clairement. Maintenant, il s'agit que dans le document qui circule dans les réseaux sociaux, il est dit qu'on va proroger pour, bien entendu, le calendrier qui ne le permet pas. Faux. Pourquoi vous estimez que cet argument c'est faux, parce que cet argument, vous savez, depuis 2013, donc c'est un faux argument. Ensuite, le président de la République, en fin d'année 2017, dans son discours à la Nation, l'adresse à la Nation, il a dit et il a précisé que l'année 2018 serait une année électorale. Il a mis en place un budget conséquent qui tenait compte de tous ces facteurs-là. Notamment, il a réajusté le budget de l'ECAM à plus de 50 milliards pour que nous puissions faire face à toutes les élections. Maintenant, on nous fait croire que c'est parce qu'on est dans l'incapacité de respecter les dispositions calendaires que l'on renvoie ça à un an. C'est un faux débat. Parce qu'il faut donner les vraies raisons qui aujourd'hui doivent permettre en ce que le Camerounais lambda, l'opinion, les lecteurs puissent s'assumer. C'est le premier jet que je voulais donner sur ce dossier. Justement, Edmond Kambia, sur cette option que le chef de l'État envisage, celle de proroger le mandat des députés d'un an, d'octobre 2018 à octobre 2019. Il a consulté le bureau du Sénat à cet effet. Les informations qui parviennent à Equinox Télévision et à Nouvelle Expression font état de ce qu'un projet de loi pourrait arriver sur la table des députés dès la semaine prochaine. Comment vous appréciez cette dynamique au sujet du calendrier électoral? D'abord, il faut dire que c'était prévisible. C'était prévisible, même si ce n'était pas souhaitable. Parce que ce qui est souhaitable était que l'on respectât le calendrier électoral. L'année électorale ayant commencé par les sénatoriales, ce serait poursuivi par les législatives et les municipales au mois de septembre, et au mois d'octobre, la présidentielle. Ça, c'est ce que le calendrier électoral, en respectant les délais, avait prévu. Mais maintenant, je dis que c'était prévisible,
Mais moi, j'ai une autre raison pour la prévisibilité de cette éventualité. Laquelle? Pour moi, en tant que citoyen camerounais patriote, la seule et la véritable raison qui pourrait justifier une telle situation, c'est le règlement de ce que nous appelons tous la crise anglophone. Parce que ce ne serait pas judicieux ni opportun d'aller aux élections législatives et municipales sans avoir fait le point, sans avoir résolu cette crise. Parce que imaginez vous-même, comment est-ce que les candidats aux municipales ou aux législatives feront campagne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, alors que dans ces mêmes régions, les villages, les populations ont disparu, se sont déplacés pour aller ailleurs, se sont réfugiés au Nigeria. Même l'administration a foutu le camp. Mais comment est-ce que la campagne va se faire? Qui va assurer la sécurité des candidats aux municipales, aux législatives? Qui va assurer la sécurité même des agents de sécurité? Je vous assure, c'est extrêmement sérieux. Et pour les élections présidentielles, qui va assurer la candidature des candidats? L'élection présidentielle n'obéit pas aux mêmes règles ni aux mêmes enjeux que les élections de proximité. Pourquoi? Je vais y revenir. Pourquoi? Permets que je termine d'abord sur ce point précis. Permettez de Maintenant, ça c'est la raison que j'ai évoquée par rapport à l'éventualité de proroger les élections législatives. Permets-moi de rentrer dans la Constitution pour dire que l'article 15, me semble-t-il, de la Constitution de janvier 1996 habilite le chef de l'État, en cas de crise grave, ou lorsque les circonstances l'exigent, à solliciter, à solliciter du président de l'Assemblée nationale de proroger ou d'abréger son mandat par une loi. Mais cela après avis du bureau du Sénat et après avis du bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est cela... Et même l'avis du Conseil constitutionnel. Effectivement, après l'avis du Conseil constitutionnel. Et c'est cela, puisque c'est lui qui juge la constitutionnalité des lois, le Conseil constitutionnel, c'est cela qui peut expliquer la possibilité de proroger le mandat des parlementaires. Il faut préciser que justement, en début d'année 2017, plusieurs partis de l'opposition avaient déjà évoqué leur crainte par rapport au glissement du calendrier électoral. Et parmi ces formations politiques, le SDF, concernant ces manœuvres qui étaient menées depuis de nombreux mois au sommet de l'État concernant ce glissement du calendrier électoral. Est-ce que ces informations sont confirmées à présent que le chef de l'État a consulté le bureau du Sénat à ce sujet? Le RDPC a la majorité obèse, n'est-ce pas, dans les deux chambres du Parlement. À partir du moment où le président national, bon, c'est vrai qu'il officie comme président de la République, à partir du moment, il n'en demeure pas moins qu'il soit président national du Parti des Flammes, à partir du moment où il envoie une lettre pareille, il faut considérer ça comme une instruction, et comme, bon, bien évidemment, nous avons affaire à une majorité d'applaudisseurs là-bas, bon, voilà, donc c'est clair que ça va passer. Et en ce qui concerne, n'est-ce pas, la prorogation du mandat des députés, la loi encadre cela, c'est pour une période n'excédant pas 18 mois. Donc, pour les non, pour les sénatoriales, pour les municipales. Je dis pour les législatives. Non. Pour une période n'excédant pas 18 mois. Non. Écoutez, pour les municipales. Je vous en prie. Article 170, Code électoral. Oui. C'est pour les municipales. Et qu'est-ce qu'on dit pour les législatives? Non, c'est ouvert. C'est une période. C'est ouvert, c'est illimité. Sur les raisons. C'est ouvert. Sur les raisons. Article 170. Je vous en prie, messieurs. Article 170. Je vous en prie. Il a article 170. Vous avez votre document. Sur les raisons qui amènent le chef de l'État. Les raisons, c'est-à-dire que moi je pense qu'il fallait s'y attendre, compte tenu de la situation, du contexte qui prévaut, n'est-ce pas, au Cameroun. Organiser les élections municipales et législatives en pleine crise anglophone, ce serait entériner le séparatisme, je veux dire la sécession. Pour quelle raison? Parce qu'on va se retrouver avec des communes où il n'y aura pas d'électeurs, comme Edmond Kamgi a dit, parce qu'ils se sont réfugiés, d'autres se sont déplacés et tout. Alors à ce moment-là, on n'aura plus 360 communes, on aura manifestement 360 moins le nombre de communes. Des régions du Nord-Ouest et du Sud-Est. Alors que nous savons tous que nous avons 360 communes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut que le gouvernement essaie également de communiquer en vrai. Une des raisons, c'est qu'il n'y a pas de moyens financiers. Il faut qu'on le dise clairement. Vous avez vu dans les rapports que nous entretenons depuis la dernière visite du FMI ici. Hein, les facilités donc, de déblocage, ce n'est plus comme avant, les caisses d'État sont vides, il faut le dire aux Camerounais, au point où des gens même se demandent avec quelle
quelle magie on parvient même à payer aussi les fonctionnaires. Donc je dis que cette prorogation, mais j'aimerais une chose, qu'on mette cette prorogation-là à profit pour asseoir la démocratie. Il faudrait un nouveau découpage électoral. J'espère qu'on va mettre ça à profit pour une nouvelle organisation du territoire. Il y a des communes ici qui doivent être éclatées en deux. En matière de découpage électoral, il n'est pas normal que le département de Vouri, par exemple, qui a officiellement plus de 2 millions d'habitants, c'est-à-dire qui représente le 10e de la population camerounaise, n'ait pas également le 10e du nombre de députés, parce que actuellement le Vouri, quand vous prenez les 6 communes, bref, les 6 constitutions législatives, le Vouri n'a que 9 députés, alors que si l'on s'en tient, n'est-ce pas, à l'égalité constitutionnelle des citoyens devant le suffrage universel, le Vouri devrait avoir au minimum une vingtaine de députés. Avant d'arriver au découpage électoral, je vous en prie, Jean-Robert Wafo, permettez à Maître Joseph-Claude Biliga de réagir sur cette décision du chef de l'État qui envisage de proroger le mandat des députés. Le chef de l'État, Paul Biya, qui a consulté le bureau du Sénat à cet effet. Maître Joseph-Claude Biliga, est-ce que vous partagez cette initiative du président de la République? Que pensez-vous des raisons qu'il invoque dans ce document qui vise à proroger le mandat des députés? Moi, je pense que le monde l'a dit sur ce plateau, tout le monde, on s'y attendait. On s'y attendait compte tenu de la situation dans nos régions du nord ou du sud-ouest. Il est vrai que certains vous diront, mais écoute, on a eu des élections au Mali, on a eu des élections à RCA, on a eu des élections à RD Congo, malgré ces situations-là. Mais c'est toujours bien que nous tous puissions aller aux élections et pouvoir faire campagne. Parce que vous imaginez bien que si on est candidat au conseil municipal et que dans la ville où on est, dans le Calédonie, tout le monde est parti. Et tout le monde est parti, ou bien les gens sont contre la République du Cameroun, comme ils appellent la République. C'est-à-dire le fait de déposer la candidature pour postuler dans un conseil municipal d'un pays qu'on appelle la République du Cameroun, ou la République comme ils appellent là-bas l'Ambazonie, on vous considère comme étant un traître. Vous avez choisi de rester dans la République, alors qu'eux, ils parlent de l'Ambazonie. Votre vie est en danger, c'est ça que c'est clair. Ouais. De la même manière avec les députés. Donc je peux comprendre que pour des raisons, c'est pour cette raison que je vous disais tout à l'heure que moi je sens qu'on est en train d'aller vers la fin de la crise. On va y aller ne serait-ce que pour cette raison-là, mais également parce que vous savez, nous avons dans quelques jours la CAN. Cette CAN, est-ce qu'on va aller jouer au football dans les zones où il y a la guerre? Il faudra bien trouver une solution pour que les personnes qui viendront ici pour assister à ces matchs puissent être en sécurité. Parce que les déplacements dans cette zone, pour certaines nationalités, nos amis qui sont par exemple les Français et autres, on leur interdit d'aller là-bas, dans cette zone. Il y a autant de choses qui nous amènent donc à penser. Moi par contre, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi ne parle-t-on pas des élections régionales? On a compris que l'une des revendications, tout à l'heure on l'a évoqué suffisamment sur ce plateau, c'est la prise en charge de la gestion par les populations de leurs ressources, qui passe par les licences de conseils régionaux. On a critiqué le fait que pendant 22 ans, on n'a pas eu à mettre en application la loi 1996 et que en début d'année, on a quand même vu qu'il y a le conseil constitutionnel qui a été mis en place, on a créé un ministère qui est en charge de la décentralisation. Moi, je croyais que l'étape suivante, c'était d'annoncer les élections régionales qui aurait pour effet de calmer un peu les ardeurs des personnes qui veulent la sécession. Justement, il est d'y penser ce report des législatives qui est envisagé. Quels sont les enjeux au-delà de l'aspect sécuritaire qui vient d'être évoqué ici? Oui, les enjeux, c'est que lorsque l'on voit le gouvernement qu'on a mis en place le 2 mars indiqué à suffisance avec la création du ministère de décentralisation, c'était les premiers signes qu'on devait complètement proroger, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est que là, nous sommes au-delà de la sécurité. Et on indique à suffisance que l'élection présidentielle a été toujours le salut recherché par, bien entendu, le RDPC. Moi, mon étonnement vient du fait que dans ces conditions-là, que l'on pense qu'on nous donne la garantie que dans un an, nous serons en capacité de faire des élections. Quand on n'a pas amorcé le dialogue, c'est là toute la différence. Mais on l'a amorcé, on vient de le dire. On n'a pas encore amorcé le dialogue. On n'a pas encore amorcé le dialogue. Je pense qu'il faut trouver des interlocuteurs pour amorcer le dialogue. La commission Moussongue fait quoi? Oui, mais la commission Moussongue demande un dialogue inclusif. C'est la grande commission, c'est une des rares. Bien donc, par conséquent, elle était sur le terrain. Elle est descendue sur le terrain. Je vous en prie, messieurs, permettez à Hilaire Zipan de s'exprimer. Voilà. Donc, par conséquent, si l'on encadre suffisamment
la prorogation des mandats des conseillers municipaux, je précise ça, Jean-Robert Wafo, article 170, on n'encadre pas suffisamment la prorogation du mandat des députés. Toutefois, si l'on pense que les élections présidentielles sont la solution, on se trompe. Une fois de plus, parce que là, vous avez soulevé le problème sécuritaire. Oui. Mais les problèmes sécuritaires vont s'opposer. Parce que la circonscription des élections présidentielles, c'est l'État qui a la circonscription unique. Oui. Et je pense que la disposition légale montre que quand il y a les irrégularités dans une circonscription, c'est de nature à annuler l'ensemble des élections. Je ne comprends pas trop bien la position de Jean-Robert Wafo, qui nous dit en même temps qu'il n'y a pratiquement pas d'électeurs dans la zone anglophone, mais en même temps, on va compétir, en même temps, on va gagner. L'élection présidentielle est différente. Oui, mais en même temps, on va gagner avec... Comme vous-même vous l'avez dit, la circonscription, elle est unique. Elle est unique. C'est le Cameroun. Donc, c'est le Cameroun. Donc, par conséquent, nous allons donc élire un président de la République sans ne pas tenir compte de nos frères anglophones qui sont complètement de l'autre côté. Mais alors, voilà le constat que l'on fait. Le président de la République envisage, je vous en prie, Hilaire Zipan, le président de la République envisage le report des législatives, mais qu'en est-il des municipales? Quels sont les mécanismes si jamais il devait y avoir report selon la loi? Voilà, de report de par la loi, pour ce qui est des élections législatives, il y a consultation des députés, parce qu'après ils votent, c'est un projet de loi. Pour ce qui est des élections municipales, on consulte le bureau du Sénat, le gouvernement, et on ne consulte pas complètement les conseillers municipaux. Là, c'est la différence. Et là, c'est un décret avec fermé 18 mois, maximum 18 mois. On ne peut pas aller au-delà de 18 mois. C'est ça la difficulté qu'on va avoir dans cette histoire. Si dans ce délai de temps prescrit, on n'arrive pas à résoudre le problème, il va y avoir tout le monde. Mais je note, et je pense que les téléspectateurs ont noté que, quelle que soit la partie du pays qui est complètement en crise, l'envie et le besoin de quelques personnes sur un plateau, c'est d'être président de la République. Jean-Robert Wafo, sur ce qui va désormais se passer, comment est-ce qu'on va gérer, je vous en prie, comment est-ce qu'on va gérer cette étape de prorogation du mandat des députés et certainement des conseillers municipaux au regard de la présidentielle qui cristallise maintenant tous les enjeux? Non, j'ai d'abord dit que le président de la République a parlé, il a dit que les élections auront lieu. Les élections auront lieu en 2018. Toutes les élections. C'était toutes les élections. Bon. Il a parlé, il a dit nous sommes en année électorale. Nous sommes en année électorale. Il n'a pas dit il a dit nous sommes en année électorale. Donc, bon. Mais les autres, même si le cadavre vont gouverner, s'il n'y a personne pour les élire, ils vont être président de la République. Écoutez, tout le monde sait que l'élection présidentielle, c'est une élection majeure. Oui. Parce que de par notre système, le système qui nous gouverne aujourd'hui, du moins de par les textes, le président de la République est le seul à même d'impulser de façon pacifique un véritable changement. Je demande donc aux Camerounais de continuer à aller s'inscrire. Sur les listes électorales. Oui, c'est normal. Même s'ils sont des réfugiés, ils s'inscrivent là, ils sont réfugiés. Je vous en prie. Ils s'inscrivent là, ils sont réfugiés. Quand vous avez parlé, on ne vous a pas dérangé. Je sais très bien que, bon, vous savez... Je vous en prie. Allez-y. L'opposition, là... Jean-Robert Wafo, allez droit au but. J'aurais déjà parlé. Je sais très bien que, bon, vous avez de très maigres chances, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle. Non, nous ne sommes pas candidats à l'élection présidentielle. Bon, d'accord. Je m'entends des opposants. Parce que les gens peuvent gouverner même avec le pays vide. Je suis un homme politique qui aime évoluer dans le sens du positif. J'espère tout simplement que cette période de prorogation permettra, n'est-ce pas, d'abord aux citoyens camerounais d'aller s'inscrire massivement sur les étoiles pour ceux qui n'ont pas encore fait. De deux, permettra que des réformes nécessaires allant dans le sens d'un encadre démocratique, d'un encadre réel, soient effectuées. Quand je parle de réformes nécessaires, c'est notamment, par exemple, Maître Bidiga a parlé des conseils régionaux. Bon, même s'il y a des conseils régionaux, ce sera pour un temps, parce que quand Joshua aussi arrivera au pouvoir, on passera au fédéralisme. J'aimerais également, c'est-à-dire qu'il faudrait également que, en matière de réforme, qu'on revoie l'organisation du territoire, que par exemple, en matière de découpage électoral, que le découpage électoral qui sera mis en place, qui sera mis sur pied, cadre avec l'égalité constitutionnelle des citoyens devant le suffrage universel. Et que, bien évidemment, ça c'est la dernière chose, et qui est également très importante, que rapidement qu'on s'asseye autour d'une table pour un débat national inclusif, non seulement sur la forme d'État, mais sur les mécanismes de dévolution du pouvoir économique et politique. Parce que ce sont nos frères, ce sont nos compatriotes des deux régions anglophones qui sont aujourd'hui meurtris, et il n'est pas normal qu'on ne tienne pas compte d'eux. Et il faudrait également que le gouvernement de la République cesse de parler d'aide. Il faut passer à la subvention. Oui,
ils sont meurtris de ce côté-là. On peut procéder à un déblocage. Je peux vous donner une piste. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il n'y a pas d'argent. Que le ministre de la Communication, M. Issa Tiroma, supprime alors diminue le nombre de ces conférences de presse et le gain de productivité qu'on pourra tirer, n'est-ce pas, de cette diminution de la fréquence Jean-Robert de presse pourra au moins Wafo, venir en soutien. Je vous en prie. Donc à certaines populations de ce côté-là. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci Jean-Robert Wafo, ministre du Shadow Cabinet du SDF en charge de l'information et l'air zipan du mouvement progressiste. Maître Joseph Claude Biliga, avocat au barreau de Cameroun, militant du RDPC, Edmond Kamga, consultant sur droit de réponse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision.